Je vous propose aujourd'hui d'aborder un nouveau thème, celui de l'histoire de la pensée, l'histoire des sciences au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors je vous propose plus précisément d'aborder plutôt, parce qu'il faut essayer de trouver un plan de travail, si vous voulez, une structure au cours qui va suivre, je vous propose donc de commencer par l'histoire de la pensée et puis on abordera plutôt l'histoire des sciences. Voilà, j'aurais pu aborder un plan plutôt chronologique, si vous voulez, 17e puis 18e, mais c'est celui qui me paraît peut-être le plus facile pour travailler maintenant. Alors, je commence tout d'abord avec l'histoire de la pensée. Je vous rappelle tout d'abord qu'au XVe et au XVIe siècle, on avait assisté à la naissance d'un mouvement que l'on appelle l'humanisme. Ce mouvement, à l'inverse de la pensée qui dominait au Moyen-Âge, était marqué par la préoccupation de l'homme et non plus par des préoccupations liées directement à la religion. C'est ce qui avait caractérisé, je dirais, l'humanisme. Donc, les savants, les penseurs, les philosophes du XVe et surtout du XVIe siècle se préoccupent de l'homme. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il est évident que cet héritage ne va pas être perdu. Il va être poursuivi, il va être même développé, va connaître une renaissance, si vous voulez, à l'époque des Lumières. Alors voyons un petit peu comment les choses se sont passées. Au XVIIe siècle, tout d'abord, je vais aborder donc la philosophie, et quand je dis la philosophie, c'est plutôt le monde des idées. Le monde des idées. Et en particulier, la manière dont on interroge le réel. Deux courants dominent au XVIIe siècle. D'une part, ce que l'on appelle l'empirisme, qui est un courant qui se développe surtout en Angleterre, et qui a pour base, pour principe fondamental, c'est que pour comprendre la réalité, il faut faire des expériences, il faut que ces expériences soient mesurables, quantifiables, et que ces expériences soient reproductibles. C'est la base de ce que l'on appelle la méthode expérimentale, qui est toujours celle de la science aujourd'hui. Le chantre de cette méthode s'appelle Francis Bacon. Il est lui-même chancelier d'Angleterre, il va connaître des problèmes, je dirais, au niveau de scandales financiers, mais c'est un grand savant qui, en 1620, publie le Novum Organum. Alors, il utilise le terme Novum Organum parce que Aristote lui-même avait écrit un ouvrage qui était l'Organon, qui était en fait une méthode d'investigation, justement, du réel. Alors, pourquoi il l'appelle Novum Organum? Parce qu'il explique que, contrairement à ce que disait Aristote, pour lequel les idées générales se déduisent à partir du réel, chez Bacon, au contraire, il explique qu'il faut procéder par induction. Il faut partir du particulier pour aller vers le général. Et c'est ce qui qualifie même la science. D'autres penseurs anglais vont dans le même sens. Il y a tout d'abord Hobbes, Thomas Hobbes, qui explique tout d'un point de vue mécanique, par des processus mécaniques, par le sensible, et non pas par le rationnel. Également, c'est le cas également de John Locke. Donc retenez bien les noms de ces trois penseurs. Le premier donc Bacon, le second Hobbes et le troisième Locke. En France, le point de vue est très différent. En
tout cas celui qui va être adopté par un très grand nom également de l'histoire de la philosophie, qui est René Descartes. René Descartes. Descartes, qui est, je dis son nom de famille, qui est à l'origine du terme cartésien que vous connaissez certainement par les mathématiques lorsqu'on parle d'un produit cartésien. Alors René Descartes naît à la fin du XVIe siècle et il meurt en 1651. René Descartes a écrit un certain nombre d'ouvrages. C'est avant tout un mathématicien. Donc quand il fait de la philosophie, il le fait d'une manière extrêmement logique, de manière extrêmement rationnelle. Son ouvrage le plus lu est incontestablement son discours de la méthode, qui date de 1636, 1637, maintenant je ne sais plus. Et dans ce livre, qui est écrit en français et non plus en latin, comme l'étaient jusqu'alors les ouvrages de philosophie, les ouvrages de science, eh bien René Descartes souhaite repartir de zéro. Il estime que la philosophie telle qu'elle a été conçue, pensée, élaborée jusqu'en son temps, est partie sur de mauvaises bases et qu'il faut repenser tout le système. La méthode qu'il utilise est le doute méthodique, le doute systématique. René Descartes doute de tout, parce qu'il estime que tout ce qui nous entoure, que nous voyons, que nous sentons, que nous touchons, n'est peut-être que le résultat d'une perversion de nos sens. Tout cela est peut-être le résultat d'une hallucination. Nous croyons voir, toucher, sentir, entendre le monde tel qu'il nous entoure, et nous croyons qu'il est tel que nos sens nous en donnent l'impression, alors qu'en fait, ce monde ne peut être perçu que grâce à la seule intelligence, la seule raison. Donc le mot raison est le mot-clé de la philosophie de René Descartes. Alors René Descartes doute de tout. Mais il y a une chose dont il ne peut pas douter, à ses yeux à lui. Ce sera évidemment remis en question par des gens qui viennent après lui, comme Kant, à la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a une chose dont il prétend ne pas pouvoir douter, c'est qu'il doute. Il dit « je peux douter de tout ». Mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis en train de douter au moment où je formule le doute concernant l'univers qui m'entoure. D'où sa fameuse phrase que tout le monde connaît, « je pense, donc je suis ». En latin, c'est cogito, donc je pense, je réfléchis, ergo, ça veut dire donc, sum, je suis. Je pense, donc je suis. Je peux dire que je suis parce que je pense. Donc l'acte rationnel est antérieur à, comment dirais-je, à l'existence du monde qui m'entoure. C'est la preuve, donc la seule base sur laquelle je puisse reconstruire, moi, un système cohérent de l'univers, c'est un système basé sur la raison. C'est parce que je pense, parce que j'ai une activité intellectuelle et non pas une activité liée au sens. C'est pas parce que je touche, c'est pas parce que je bois, c'est pas parce que j'écoute, c'est pas parce que je parle que je peux dire que le monde existe. Non, c'est parce que je pense, qui est un acte tout à fait sûr, c'est une idée claire et évidente, comme il dit, c'est une idée première, claire, que je peux dire que, eh bien, je suis. Mais pour cela, vous voyez très bien qu'il joue un petit peu, non pas avec les mots, mais en tout cas que son discours, puisqu'il s'agit bien du discours de la méthode, comprend deux failles. La première, c'est qu'il ne doute pas qu'il doute.
ça c'est la première faille. Et la deuxième faille, c'est que pour pouvoir garantir son système, c'est-à-dire qu'il pense, entre autres choses, il est obligé de faire intervenir Dieu. C'est Dieu qui est la garantie du système philosophique qu'il met en place. Parce qu'il ne doute pas de l'existence de Dieu. Pour lui, c'est une notion indubitable, dont on ne peut pas douter. C'est un absolu indubitable. Il ne doute pas de l'existence de Dieu. Et donc, c'est nouveau, ça veut dire qu'il ne pratique pas le doute jusqu'au bout. Il ne doute pas qu'il doute, et il ne doute pas de l'existence de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a déjà deux failles. Tout cela va être remis en question, évidemment, en particulier par Kant, en 1781, qui publie sa Critique de la raison pure. Voilà. Donc, 150 ans plus tard. Voilà. Le système de Descartes va avoir beaucoup de succès. Alors, pas beaucoup de succès du côté des gens d'Église, bien entendu, qui vont s'opposer à lui, en particulier les jésuites. Mais en tout cas, parmi les hommes de science, son système va être considéré de manière très sérieuse. Même si Descartes a commis un certain nombre de fautes, sûr, il s'est trompé d'un point de vue scientifique, quand il a sa théorie des tourbillons, même sa théorie de la pensée, il explique ça, le lien entre la pensée et le corps, il fait, comment dirais-je, intervenir une glande spinéale qui fait le lien entre, je dirais, la raison, le cerveau et d'autre part, le fonctionnement de notre corps en tant qu'être animal, si vous voulez. Il s'est trompé, ça c'est sûr. Mais sa théorie va avoir beaucoup de succès. En particulier chez un philosophe hollandais qui s'appelle Benoît ou Baruch Spinoza, philosophe d'origine, enfin dont la famille était d'origine portugaise, mais en tout cas il vivait à Amsterdam. C'est un juif, qui va être mis au banc de sa communauté en 1656, parce qu'il, à force d'appliquer de manière le système de Descartes, c'est-à-dire en mettant en cause tout, lui, il va même aller plus loin, il va même remettre en cause la notion du Dieu de Descartes. Et Spinoza est un panthéiste. Autrement dit, Dieu est, oui, mais Dieu ce n'est pas le Dieu tel que les chrétiens ou les juifs le conçoivent. Ce Dieu, il l'assimile à la nature. Pour lui, Dieu est partout. C'est ce que l'on appelle le panthéisme. Dieu est partout. Donc Dieu, c'est aussi bien vous que les animaux, les plantes, l'univers. Pour lui, Dieu est partout. Donc le sentiment du divin, non, ce n'est pas le sentiment, le divin, imbibe, j'utilise un mot que lui n'utilise pas et c'est beaucoup plus subtil chez lui, mais est en tout. Dieu est tout. Et son expression, c'est Dieu ou la nature. Deus sive natura. Deus, c'est Dieu. Sive, en latin, ça veut dire ou, natura. Donc pour lui, c'est une nature, la nature c'est une nature naturante, une nature divine, si vous voulez. Alors, il y a d'autres, comment dirais-je, Descartes va avoir une postérité même chez les catholiques, par exemple chez Malebranche. Il va avoir une postérité également chez un grand savant universel de cette époque-là, qui est Gottfried Leibniz, qui va mettre au point un autre système, sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui est le système de la monadologie. Pour lui, il existe des monades, et les monades, c'est quoi? En fait, ce sont, comment dirais-je, des modules, si vous voulez, des petites sphères où chaque sphère est et reflète la totalité du monde. Oui, là, il faut peut-être remonter à la philosophie antique mais je ne vais pas approfondir ici l'idée de Leibniz. Ce qu'il faut retenir surtout chez Leibniz, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'universalité du genre humain. C'est quelqu'un qui veut la paix entre les peuples. Il a même écrit un traité à ce sujet-là. C'est aussi un grand savant dans le domaine des mathématiques particuliers. Voilà. Alors, on va passer maintenant, à côté de la philosophie pure, je dirais, à un autre domaine, c'est celui des théories politiques. Alors là,
il y a trois grands penseurs dont il faut connaître le nom. J'en ai déjà cité deux que je vais reprendre, mais du point de vue de la science politique. Le premier, c'est Thomas Hobbes. Alors Thomas Hobbes, c'est le théoricien de la monarchie absolue. C'est un Anglais, c'est le théoricien de la monarchie absolue qui va expliquer qu'il faut un monarque qui possède tous les pouvoirs parce que l'être humain, naturellement, est enclin au mal. Autrement dit, pour éviter qu'une société ne devienne anarchique et que tous les membres de cette société ne se détruisent les uns les autres, parce qu'en fait, ce sont tous des loups les uns par rapport aux autres, et c'est dans son traité, le Léviathan, où l'on trouve la fameuse formule « l'homme est un loup pour l'homme », homo homini lupus, en latin, hein, l'homme est un loup pour l'homme, qui se dit, puisque les hommes sont tous au fond des animaux agressifs qui ne pensent qu'à se manger les uns aux autres, qui sont tous égoïstes, qui ne voient que leur propre intérêt, il faut qu'il y ait une puissance supérieure, hein, qui puisse régler de manière autoritaire les rapports entre les hommes. Autrement dit, réguler la société. Donc il théorise la monarchie absolue. Alors, il y a deux autres auteurs qui ne vont pas dans le même sens. C'est Hugo Grotius, qui est un Hollandais. Alors Hugo Grotius, lui, il va faire une synthèse du droit naturel et du droit public. Hugo Grotius pense que l'être humain, il annonce en cela, John Locke et même plus tard, des gens comme Rousseau, etc., pense au fond qu'une société n'est rien d'autre qu'une association d'hommes libres. Et que par conséquent, si pouvoir il doit y avoir, et dans une société pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un pouvoir, eh bien, ce sont les membres de cette société qui doivent choisir eux-mêmes ceux qui vont les diriger. Le troisième auteur dont je vais vous parler maintenant, c'est John Locke, déjà évoqué tout à l'heure, et John Locke écrit en 1690, dans ses deux traités sur le gouvernement, il écrit que, contrairement à ce qu'affirme Thomas Hobbes, eh bien l'être humain n'est pas mauvais ou a priori agressif vis-à-vis de ses semblables, eh bien l'être humain, il pense en cela comme Grotius, doit, pour pouvoir vivre ensemble, passer un contrat avec ses semblables et avec ses gouvernants. Et ces gouvernants doivent respecter le contrat, car s'ils ne respectent pas le contrat, eh bien, de fait, ils mettent fin, je dirais, au pacte qui est conclu avec les gouvernés et ils doivent quitter le pouvoir. Autrement dit, John Locke, qui va être, je dirais, le point de départ de la pensée politique des Lumières en France, énonce le principe de la souveraineté populaire. Et quelque part, je dirais, de la démocratie moderne. John Locke, lui-même, comme Thomas Hobbes précédemment, avait connu une histoire qui est évidemment liée à leur théorie. Thomas Hobbes avait dû fuir l'Angleterre en période de Révolution. Vous vous souvenez peut-être que le roi d'Angleterre, Charles Ier, s'est vu décapité en 1649, et donc Thomas Hobbes a dû s'exiler en France à ce moment-là, tandis que John Locke, lui, était opposé aux Stuarts absolutistes qu'étaient Charles II et en particulier Jacques II qui va lui succéder
et qui ne respecte pas le contrat tacite qui existe avec son peuple, puisque lui-même était catholique et ne respectait pas le fameux Test Act, qui obligeait le souverain à avoir la même religion que enfin pas avoir la même religion que son peuple, mais en tout cas obligeait tous les hauts fonctionnaires à être anglicans. Alors que lui-même était catholique, vous imaginez qu'il y avait un petit problème. Voilà pour la pensée politique. Alors, on va peut-être maintenant voir ce qui se passe dans le monde de la foi au XVIIe siècle. Un courant se développe en France. Il s'agit du jansénisme. Le jansénisme a pour point de départ un évêque belge, entre guillemets, puisqu'il s'agit de l'évêque d'Ypres, qui s'appelait Janssens, et en 1640 paraît, avec pour auteur donc Janssens, Jansenus, un ouvrage qui s'appelle l'Augustinus. Et dans cet ouvrage, cet évêque développe l'idée selon laquelle il y a des élus choisis par Dieu qui ont reçu la grâce et il ne croit pas à l'importance des sacrements pour pouvoir être libéré des péchés. Sa théorie va être reprise en France par toute une série d'intellectuels, de grands intellectuels. Parmi les plus célèbres, il y a bien entendu Pascal, l'auteur de Pensées, de Provincial. Il y a même si lui n'a pas du tout théorisé dans ce domaine-là, mais quelqu'un qui a flirté, si je puis dire, avec le jansénisme, c'est Racine, auteur des tragédies. Mais le grand théoricien, je dirais, s'appelle Jean de Horan, abbé de Saint-Cyran, qui va à l'abbaye de Port-Royal développer ce mouvement. Il y a deux Port-Royal. Il y a Port-Royal qui se trouve à Paris, et puis il y avait Port-Royal des Champs. Il y avait deux Port-Royal. Alors il y a une famille également qui s'est, comment dirais-je, illustrée dans le domaine du jansénisme, ce sont les frères Arnaud, le grand Arnaud, qui est l'auteur de la fameuse grammaire de Port-Royal. Alors le jansénisme va être persécuté à l'époque de Louis XIV, parce que Louis XIV souhaite une société où tout le monde marche comme un seul homme. Tout ce qui frise l'hérésie, il ne lui agrée pas, bien entendu. Il va faire condamner, bien entendu, le jansénisme, et le jansénisme va continuer à être persécuté au XVIIIe siècle, tout en connaissant un grand engouement parmi les intellectuels. On va peut-être avancer un petit peu maintenant dans le temps et aborder le XVIIIe siècle, toujours du point de vue de la pensée. On verra les sciences tout à l'heure. Le XVIIIe siècle est souvent appelé siècle des Lumières, et à juste titre. Que signifie le terme lumière? Eh bien, en fait, il s'agit d'une métaphore, d'une image, par laquelle les intellectuels ont voulu montrer que leur combat s'inscrivait dans une lutte contre l'obscurantisme de l'Église et de l'Église catholique en particulier. L'Église catholique était, à leurs yeux, entretenait l'ignorance dans le peuple et soumettait ce peuple à des dogmes par définition invérifiables et qui ne permettaient pas aux gens de prendre en main
leur destin de s'émanciper, puisqu'ils étaient privés, par cela même, du pouvoir de la raison. Donc les Lumières sont un prolongement, je dirais, du courant cartésien, puisque c'est la raison qui doit guider les peuples, qui doit guider les chefs d'État, afin d'amener le plus grand nombre de gens au bonheur, à la félicité. Donc l'idée de bonheur est également un concept clé du XVIIIe siècle de la pensée des Lumières. Alors, ces philosophes, on les trouve essentiellement en France. Alors, quand je dis ces philosophes, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de philosophie au sens classique du terme, au sens d'Aristote, de Platon, même de Descartes. Ceux que l'on appelle les philosophes, en fait, ce sont des penseurs, ce sont des intellectuels, mais qui vont vulgariser la pensée de scientifiques et la philosophie au sens strict. Parmi ceux-ci, on trouve des personnages très connus comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Je vais commencer par eux. Montesquieu, en 1748, publie L'Esprit des lois. Il s'inscrit dans la lignée de la pensée politique de John Locke. Pour lui, le pouvoir entre les mains d'un seul homme n'est pas raisonnable et est même néfaste. Il s'oppose donc à la monarchie absolue. Pour lui, et il suit en cela John Locke et la pratique politique en Angleterre au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au-delà, au lendemain de la grande révolution de 1689, la glorieuse révolution de 1689, pour lui, il faut séparer le pouvoir en trois branches. D'une part, ceux qui font les lois, le pouvoir législatif, ceux qui, ou celui qui exécute les lois, le pouvoir exécutif, autrement dit, le roi, l'empereur, surtout le gouvernement dans sa tête, parce que lui-même est un aristocrate, il ne faut pas oublier. Il était président du Parlement de Bordeaux, et un Parlement sous l'Ancien Régime en France, ce n'est pas un Parlement au sens anglais, mais c'est une cour supérieure de justice, autrement dit une cour d'appel. Il y avait plusieurs parlements en France, 6 si mes souvenirs sont bons. Le plus important étant le Parlement de Paris, qui avait un grand ressort territorial. Il y avait un Parlement à Aix, par exemple, il y avait un Parlement à Nantes, en Bretagne, il y avait d'autres parlements comme cela. Et enfin, donc, troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Les juges ont pour fonction de juger, mais les juges doivent être indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, parce que sinon, comment voulez-vous que les juges puissent juger, délibérer, juger de manière indépendante? Autrement dit, le juge, quand il juge, ce n'est pas en fonction de l'intérêt de l'État, du pouvoir, mais parce qu'il respecte des lois qui ont été votées par le pouvoir législatif, justement. À l'heure actuelle, si vous voyez en France ou en Belgique, vous avez des juges qui sont indépendants, et pour bien marquer leur indépendance, c'est qu'ils sont inamovibles. Ils sont nommés et on ne peut pas les déplacer d'une cour ou d'un tribunal vers un autre tribunal. Vous imaginez, le ministre de la Justice ne serait pas d'accord que tel juge rende un jugement parce qu'il sait que ce juge a plutôt des opinions alors dans un sens ou dans un autre, et il placerait un juge que lui-même aurait nommé, ou un de ses copains, dans un tribunal, et par conséquent, le jugement serait rendu dans le sens du pouvoir exécutif, du ministre de la Justice. Et c'est pour ça que les juges doivent être indépendants. Par contre, ce qui dépend du pouvoir exécutif, en France ou chez nous, c'est le procureur, le parquet. Le parquet, lui, va requérir au nom de la société des peines, et il défend les intérêts de la société, de l'État, enfin de l'État plus exactement. Tandis que le juge
est tout à fait impartial. Il ne va jamais juger en fonction des intérêts, je dirais, de quelqu'un qui aurait fait pression sur lui. En tout cas, il ne peut pas. C'est bien pour ça qu'il est inamovible. Il ne risque rien. Tandis que le procureur, lui, il est désigné, nommé par le pouvoir exécutif. Et donc la carrière des procureurs dépend évidemment du ministre de la Justice. Ce n'est pas la même chose. Voilà pour Montesquieu. Alors ensuite, je vous ai parlé de Voltaire, il y a quelques minutes. Alors, Voltaire, de son vrai nom, Jean-Marie Arouet, vous savez sans doute que Voltaire est en fait l'acronyme, si vous prenez, je vais faire au tableau, tiens, comme ça ce sera, pour ceux qui ne sauraient pas, comme ça, vous savez tous, non? Bon, alors, si vous prenez Voltaire, qui n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme, parce qu'effectivement, il a dû se cacher en début de carrière. Ensuite, tout le monde savait que Voltaire, c'était Voltaire, bien entendu. Mais au début, comme certains journalistes, ils doivent prendre des pseudonymes, pour ne pas se retrouver à la Bastille. Je vous signale que Voltaire s'est retrouvé en Bastille, effectivement. Son vrai nom, c'est donc Arouet, mais pour ne pas être confondu avec son père, vous savez, c'est comme George Bush. Il y a George Bush senior et George Bush junior. Eh bien, en France, on distinguait, quand on portait le même nom que son père, le même prénom que son père, on distinguait le père et le fils. Et donc, il y avait le vieux, Arouet le vieux, et Arouet le jeune. Alors, il faut savoir que, en latin, le U et le V, c'est la même lettre. Le I et le J, c'est la même lettre. Alors, on va procéder à un petit jeu, et vous allez voir que toutes les lettres qui se trouvent là se trouvent ici. Voilà, un acronyme. Là-bas, Arouet le jeune, Voltaire. Des choses que vous pouvez expliquer à vos élèves, parce que ça, en général, ça permet de fixer les choses. Voltaire, c'est donc Arouet le jeune junior, si vous voulez. Là-bas. Bon. Alors, Voltaire, qui n'est pas un grand intellectuel, vous savez, c'est pas un grand penseur, exactement. C'est peut-être un grand intellectuel, mais c'est pas un grand penseur. C'est pas un philosophe au sens classique du terme. Il n'a pas fait l'ontologie, la métaphysique, c'était pas ça son dada, pas du tout. Mais il était d'abord un grand vulgarisateur de la science et de la théorie politique anglaise. Il écrit des lettres philosophiques ou lettres anglaises qui ont eu beaucoup de succès en France. Voltaire s'est surtout attaché, je dis bien surtout, mais pas seulement, attaché à dénoncer ce qu'il appelait l'infâme. L'infâme, en fait, c'était le cléricalisme. L'Église catholique, mais pas l'Église, il faut bien distinguer de nouveau. Voltaire n'est pas anti-religieux, il est anticlérical. Quelqu'un qui est anticlérical, c'est quelqu'un qui est contre des gens qui prétendent détenir la vérité en vertu d'une révélation et qui prétendent l'imposer aux autres. Et qui, pour cela, mettent en place une hiérarchie avec un pouvoir temporel. Entendu? Ou avec l'aide du pouvoir temporel. C'est le cas de l'Inquisition, par exemple. Tandis que Voltaire n'avait strictement rien contre la religion. Il en avait contre la superstition, par contre. Il se battait contre toutes les superstitions que certains curés ignorants racontaient, etc. Ça, certainement. La vision de la religion de Voltaire est celle, il croit en un Dieu, mais en un Dieu horloger, qui aurait, à l'origine de l'univers, tout mis en place, le mécanisme, si vous voulez, du temps, et puis qui après se serait désintéressé du fonctionnement de ce qui allait se passer. Donc, Voltaire n'est pas quelqu'un qui croit au sacrement et à toutes ces choses-là. Il est déiste, mais il n'est pas catholique. Mais il croit en Dieu, que ce soit très clair.
Alors vient un troisième qui est déiste également, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui lui n'est pas français, qui est genevois, donc il est suisse. Jean-Jacques Rousseau écrit un ouvrage en 1562 qui s'intitule « Le contrat social ». Dans ce livre, il explique, il démontre que, un petit peu dans la veine de Grotius d'abord et puis de John Locke ensuite, que le pouvoir politique n'est jamais que la résultante d'un accord entre gouvernés et gouvernants. Autrement dit, il défend la souveraineté du peuple et il est même républicain. Il a combattu la monarchie et il explique d'ailleurs dans ce livre que les... Tu peux y aller, tu sais, parce que je te vois en train de tirer là, que les monarques le sont par hérédité et non pas par la volonté du peuple. Autrement dit, un monarque peut arriver sur le trône, et même monte sur le trône tout simplement parce que son père ou son oncle était roi, empereur ou prince, et non pas grâce à ses qualités personnelles, et qui ont fait que le peuple l'a choisi pour exercer cette fonction-là. Donc en fait, la position de Rousseau, c'est que c'est la République qui est le régime idéal, parce que là on choisit celui qui dirige le pays. Et les ministres sont d'ailleurs responsables devant un parlement. Ils ne sont pas responsables devant un monarque qui est peut-être complètement débile ou éventuellement fou. Voilà. Voilà donc les trois principaux auteurs que je vous demande d'avoir en tête. Il s'agit ici essentiellement de théories politiques que j'ai évoquées. Il faut savoir que quelqu'un comme Voltaire, mais Diderot également, dont je vous parlerai un peu plus loin plus tard, sont des intellectuels qui rencontrent les souverains de leur temps. À la fois, ils ont tous deux rencontré Frédéric II de Prusse et Catherine II, dite la Grande, en Russie, qui étaient des despotes éclairés. Alors qu'est-ce que c'est le despotisme éclairé? Je ne vais pas m'étendre ici parce que l'objet de ce cours, ce n'est pas d'expliquer l'exercice du pouvoir politique, mais plutôt la manière dont il a été pensé à cette époque-là par des théoriciens. Eh bien, le despotisme éclairé, c'est l'idée que seule la raison doit mener le chef de l'État à gouverner, à gérer, et en aucun cas ça doit être les passions ou le pouvoir clérical. Autrement dit, le despotisme éclairé ne fait pas référence à la religion pour légitimer son pouvoir. On va passer maintenant aux idées, je réfléchis un petit peu, aux idées sociales. Alors là, on va retrouver évidemment Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui écrit en 1754 son traité sur l'égalité, son discours sur l'égalité. Et il explique en fait, comme Montesquieu va le faire aussi d'ailleurs, que c'est la propriété privée qui est à l'origine de tous les maux. Et que c'est la propriété privée qui fait que dans la société, il y a inégalité. Et s'il y a inégalité sur le plan économique, il y a inégalité sur le plan social, et donc aussi sur le plan politique. Ça va? Bon. Voilà pour Jean-Jacques Rousseau. D'autres penseurs de cette époque-là s'intéressent aussi comment dirais-je, ont des sentiments humanistes, humanitaires, et visent l'égalité
dans des secteurs divers. Je pense en particulier à un Italien, un juriste italien qui s'appelle Cesare Beccaria, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Des délits et des peines. Et dans cet ouvrage-là, Des délits et des peines, il explique qu'il faut une égalité de traitement entre tous. Il s'oppose à la torture et il s'oppose également à la peine de mort. On trouvera par exemple en Belgique le comte Villain XIV qui va construire une prison à Gand où chacun possède une cellule individuelle. On a donc cherché à humaniser le système carcéral. Maintenant, dans le domaine économique, deux grands courants naissent et se développent. Tout d'abord, le courant physiocratique. Les physiocrates, ce sont des penseurs, dans le domaine de la pensée économique, qui considèrent que le mercantilisme qui prévalait au XVIe et au XVIIe siècle et qui visait à ce que la richesse d'un État, qui expliquait que la richesse d'un État était le résultat de la quantité de monnaie que cet État possédait, et que par conséquent il fallait favoriser les exportations de produits finis pour avoir une plus-value importante, et importer le moins possible de produits finis, et en revanche de garder évidemment toutes les matières premières dont on avait besoin, et à importer des matières premières venant d'étrangers, bien entendu, pour avoir une balance commerciale positive. Eh bien, les physiocrates pensent que la richesse d'une nation ne résulte pas de la quantité de monnaie que cet État possède, mais repose sur la terre. Physiocrate vient de deux mots grecs qui veut dire le pouvoir basé sur la nature. Ce sont donc les physiocrates. Vous avez dans cette veine-là des gens comme Quesnay, ou des gens également comme Turgot. Assez proches des physiocrates qui sont pour le libre-échange, qui sont contre l'intervention de l'État, et c'est même d'ailleurs un physiocrate, et non pas Adam Smith, comme on le dit souvent, qui est à l'origine de l'expression « laisser faire, laisser passer », eh bien, les libéraux, plutôt les penseurs libéraux qui apparaissent à ce moment-là, avec pour chef de file, en 1776, Adam Smith, qui écrit son célèbre ouvrage « De la nature et des causes de la richesse des nations », en anglais, c'est un Écossais d'ailleurs, eh bien, Adam Smith explique que c'est la division du travail dans le cadre d'une entreprise qui va permettre une plus grande productivité. Lui aussi, bien sûr, est pour la liberté d'entreprise, la liberté d'initiative, la libre concurrence, et il s'oppose également à l'octroi de certains monopoles par le pouvoir à quelques entreprises. Il s'oppose également au système de douane intérieure qui freine la libre circulation des biens. Alors je réfléchis encore, je vous ai parlé des idées politiques, je vous ai parlé des idées sociales, des idées économiques. Il faut se dire en gros que, grosso modo, que l'essentiel de la pensée des Lumières, outre les ouvrages que j'ai pu vous citer et de nombreux autres qui vont dans le même sens, cette pensée des Lumières était essentiellement diffusée par une série d'ouvrages très très importante, un ouvrage mais publié en de nombreux volumes, en 17 volumes, sans les planches qui l'accompagnaient, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée de 1751 à 1765, plus les suppléments jusqu'en 1772. L'encyclopédie est une vaste entreprise où tous les savoirs du XVIIIe siècle ont été rassemblés, mais tous les savoirs de type rationnel, bien entendu. Dans tous les domaines, d'ailleurs le sous-titre de l'encyclopédie, c'est « Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des lettres et des arts ». Et le mot « art » doit être entendu
non pas comme l'expression d'un sentiment esthétique, sculpture, architecture, peinture, etc. Non, non, les arts doivent être compris dans le sens de technique. D'ailleurs, vous avez ici à Nivelles un institut qui s'intitule l'Institut provincial des arts et métiers, l'IPAM. Arts et métiers. Vous savez très bien que si vous enseignez, vous faites vos stages à l'IPAM, vous n'apprendrez pas, vous ne verrez pas, vous ne rentrez jamais dans une classe, on apprend la gravure, la sculpture, l'architecture ou la peinture. Le mot art est donc bien compris dans le sens du XVIIIe siècle, dans le sens de technique. C'est bien l'école technique. Voilà. Il y a également l'Institut des arts et métiers à Bruxelles, enfin il y en a un peu partout, des instituts des arts et métiers. Il y a, si vous allez à Paris, il y a le Conservatoire des arts et métiers, où se trouve d'ailleurs conservé le fameux maître qui sert d'étalon pour le monde entier, par exemple, là, depuis la Révolution française. Voilà. Alors, on va voir maintenant le domaine des sciences. On va voir maintenant le domaine des sciences. Alors, ça c'est un vaste sujet, évidemment. Je vais essayer d'être le moins encyclopédique possible pour essayer d'attirer votre attention sur un certain nombre de très grandes découvertes. Mais juste avant ça, il me vient quand même à l'esprit que j'aurais pu vous parler de mouvements qui vont dans le sens des Lumières, outre l'encyclopédie. Je pense en particulier à la création des loges maçonniques au XVIIIe siècle. Il y a toujours des loges maçonniques à l'heure actuelle. Alors, la franc-maçonnerie est née en Angleterre à la suite, enfin, fin XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, et la réunion de 4 loges londoniennes a conduit, qui portait d'ailleurs le nom de 4 estaminets, parce que à l'origine, les maçons, les francs-maçons se réunissaient dans des arrière-salles de café, très clairement. Ils se réunissaient essentiellement pour boire, manger et discuter un petit peu. Et puis, en 1717, il y a la Grande Loge Unie d'Angleterre qui est créée, qui va essaimer et qui va avoir un grand succès, au point qu'un petit peu partout sur le continent, en France, en Prusse, dans les Pays-Bas, qu'on appelle autrichiens, aux Pays-Bas, etc., vont être créées des loges maçonniques qui vont diffuser justement l'esprit des Lumières, parce que le cœur de la philosophie maçonnique et la tolérance, c'était un lieu tout à fait privilégié au XVIIIe siècle. C'était le seul endroit où des catholiques, des protestants, des juifs pouvaient se rencontrer, alors que dans la société civile, ils ne pouvaient pas discuter ensemble. D'ailleurs, très rapidement, l'Église catholique, par l'intermédiaire du pape Clément XII, va excommunier les francs-maçons donc en 1738. Alors que les francs-maçons continuaient à croire, bien entendu, tout le monde est croyant, les athées étaient très rares au XIXe siècle, il n'y avait que quelques intellectuels qui étaient athées, Diderot, d'Holbach, d'Alembert, enfin on pouvait les compter sous les 5 doigts de la main. Donc les francs-maçons étaient tout à fait chrétiens au XIXe siècle, des juifs évidemment, comme je vous l'ai dit, mais enfin, donc ça vient d'Angleterre à nouveau, comme cet esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez de John Locke, repris par Montesquieu, par Voltaire, etc. Tout part d'Angleterre à cette époque-là, l'esprit nouveau, le libéralisme, tout vient d'Angleterre, puisqu'en France, vous avez encore une monarchie absolue de droit divin, ce qui veut dire que pratique encore l'intolérance, puisqu'il y a un monopole religieux. Le catholicisme est une religion d'État, et c'est la seule reconnue. Il faut attendre les années 1780 pour que Louis XVI, finalement, publie un édit de tolérance pour les autres religions. Les protestants n'étaient pas citoyens jusqu'à la veille de la Révolution française. Je dis bien la veille, ils n'ont pas attendu la Révolution française. Les Juifs, il a fallu attendre la Révolution française. Donc voilà. Et les francs-maçons ont promu un idéal de tolérance et de fraternité, de philanthropie au XVIIIe siècle. Voilà. Bon, cette parenthèse étant terminée, je reviens maintenant à ce que je vous avais annoncé il y a 2 ou 3 minutes, c'est-à-dire le développement des sciences au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, dans le domaine de l'astronomie tout d'abord,
vous avez quelques grands noms dont il s'agit de retenir. Évidemment, les découvertes. C'est tout d'abord Galilée qui, en 1619, grâce à un télescope, grâce à une lunette perfectionnée, peut prouver la véracité des théories de Copernic qui, en 1542, avait expliqué que les planètes et la Terre tournaient autour du Soleil et non pas le Soleil tournant autour de la Terre comme on le croyait jusqu'au Moyen-Âge. Lui, il peut le prouver expérimentalement, alors que Copernic était un mathématicien qui n'avait pas pu le prouver. Il avait pu le prouver mathématiquement, mais il n'avait pas pu le prouver expérimentalement. Tout ceci va conduire Galilée à avoir de gros soucis, puisqu'il va être condamné, il va aller en prison, il va être condamné par l'Inquisition. Vous connaissez sans doute la phrase en sortant qu'on lui attribue. L'a-t-il vraiment dite? On ne sait pas, mais en tout cas, quand il est sorti du tribunal de l'Inquisition ou du Saint-Office, où on lui avait demandé de renier ses théories, il avait dit, parce qu'il était quand même assez malin, il se dit, ben oui, je renie. Ça servait à quoi de se trouver sur le bûcher? Parce que Giordano Bruno, qui avait expliqué qu'il y avait une pluralité du monde, en 1600 s'était trouvé sur le bûcher. Et donc, si vous allez à Rome, sur le Campo dei Fiori, vous allez voir la statue qui était mise en place évidemment au XIXe siècle par des libres penseurs de Giordano Bruno, qui était un moine, on voit sous sa capuche, et qui était mis au bûcher encore en 1600, parce qu'il osait affirmer que le monde était infini. Or, Galilée, vous savez que c'est seulement en 1993, donc il y a une quinzaine d'années, qu'il a, comment dirais-je, que son excommunication posthume a été levée par le Vatican. Il y a seulement 15 ans, un peu plus de 15 ans, 1993. Donc vous imaginez, c'est Jean-Paul II qui a, l'Église a enfin accepté que ces théories étaient vraies. Il y a 16 ans. Vous imaginez que c'est bien la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. Évidemment, vous imaginez l'orgueil des pontifes romains, accepter qu'ils s'étaient trompés. Il y a toujours eu un décalage quand vous pensez que pour l'instant, les théories de Darwin ne sont pas acceptées par l'Église catholique, et qu'en 1998, donc il y a 12 ans de cela, Jean-Paul II, devant l'Académie pontificale des sciences, a dit que les théories de Darwin étaient peut-être une hypothèse dont on devait tenir compte. Donc les théories de l'évolution. Donc souvent, quand on parle de l'évolutionnisme, on a tout de suite en tête les créationnistes, je ne sais pas, l'islam fondamentaliste, ou d'une partie de la population protestante fondamentaliste aux États-Unis. Enfin, on nous signale que la chose n'est toujours pas évidente pour la hiérarchie catholique, en tout cas officiellement. Voilà. Je reprends ce que je disais. Outre Galilée, il y a Kepler. Alors Kepler, grand physicien également, puisque lui va affiner la théorie de Copernic en montrant que les planètes ne décrivent pas une orbite circulaire autour du Soleil, mais une orbite elliptique. Et vous savez qu'une ellipse a deux foyers. À l'inverse, vous pouvez tracer des ellipses sur le sol. Si vous voulez, vous plantez deux bâtons, vous avez une corde, vous formez un triangle, et puis vous prenez un troisième bâton qui lui va bouger, et vous allez pouvoir tracer votre ellipse de cette manière, à partir de deux foyers. Et il promulgue, c'est pas politique, donc il formule plutôt ces quatre lois bien connues. Il remarque, bien entendu, aussi que la vitesse, comment dirais-je, des planètes dans l'orbite n'est pas la même, évidemment, suivant que l'on se rapproche ou que l'on s'éloigne du Soleil. C'est important parce que ça annonce, évidemment, les réflexions de Newton. En 1687, Newton publie ses Principia Mathematica Naturalis Philosophiae. Ça veut dire les principes mathématiques de philosophie naturelle. Remarquez qu'il écrit encore son livre en anglais, en latin et pas en anglais, alors que Descartes, depuis 1637, publie en français. Donc vous voyez, les ouvrages scientifiques étaient encore écrits
était encore écrit en latin. Et pourquoi en latin? Parce que c'était la langue que tout le monde connaissait parmi le monde, dans le monde intellectuel. Donc ce n'était pas au contraire par goût d'obscurantisme, mais bien au contraire, pour pouvoir être lu par le maximum de gens. Descartes écrit en français, il se fait que le français va devenir la langue des gens cultivés à partir de Louis XIV et au XVIIIe siècle. Mais l'anglais n'était pas du tout, à cette époque-là, une langue, comment dirais-je, qui connaissait une grande diffusion. Certainement pas. Voilà. Alors, Newton, je crois que c'est simplement pour replacer les choses. Je ne fais pas un cours de physique ici, d'autant plus que je suis incompétent pour le faire. Mais vous vous rappellerez que Newton va formuler la loi de la gravitation universelle. Alors, gravitation, mais universelle. Donc ça veut dire que pour lui, partout dans l'univers, il y a la même loi, selon laquelle, oui, c'est ce qu'il dit, selon laquelle les corps s'attirent, parce qu'ils possèdent tous une gravitation, et donc ce qui fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce que le Soleil attire la Terre, mais la Terre elle-même attire quand même un petit peu aussi le Soleil, sinon elle tomberait sur le Soleil, vous êtes bien d'accord. Même chose pour la Lune, pour les différentes planètes, bien entendu. Alors, donc je vous ai cité Galilée, je vous ai cité Kepler, je vous ai cité ensuite, comment dirais-je, en dernier lieu, Newton. Alors là, c'est évidemment le plus important. Alors, au XVIIIe siècle, toujours dans le domaine de la physique, les découvertes vont se poursuivre. Condamine et Maupertuis vont prouver l'aplatissement des pôles, enfin de la sphère, donc au niveau des pôles, en faisant évidemment des calculs sur le méridien. Il y a un grand savant qui, en 1796, va faire une synthèse de tout ce qui avait été trouvé dans le domaine de l'astronomie et de la physique préalablement, et qui s'appelle Laplace. Ce Laplace est le même qui, lorsque Napoléon l'interrogera sur la place de Dieu dans son système, répondra, et on voit que de l'eau a coulé sous les ponts à ce moment-là, il répondra « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse ». Donc vous voyez, il aurait dit ça 2 siècles plus tôt, il n'aurait pas donné cher de sa peau. Ça c'est sûr. Dans le domaine de la physique, ensuite, il faut retenir quand même le nom de Torricelli, qui invente le baromètre, donc pour calculer la pression de l'air. Il faut citer également, alors là c'est au XVIIIe siècle, Torricelli c'était au XVIIe, dans le domaine de la, comment dirais-je, pour calculer les températures, ce sont différents savants, physiciens, qui s'appellent Celsius, Réaumur et Fahrenheit, qui vont trouver un système de calcul, de graduation, qui est toujours utilisé, comme vous le savez, différemment, suivant qu'on se trouve dans les pays anglo-saxons ou chez nous sur le continent. Chez nous, c'est des degrés Celsius, si vous allez, les pays anglo-saxons, ce sont les degrés Fahrenheit, aux États-Unis en particulier, en Angleterre. Vous savez que les Anglais font tout à l'inverse des autres, ils roulent à gauche, etc. Le système décimal, il a fallu du temps pour qu'il l'adopte. Je ne vous dis pas pour les monnaies combien de temps il a fallu. Moi, quand j'étais encore enfant, ils avaient un système de monnaie qui n'était pas du tout décimal. Ça, je peux vous le dire, c'était extrêmement compliqué, avec les pennies, les pence, les livres, les guinées, etc. C'était pas décimal. Bon. Je reprends ce que je disais. Dans le domaine de la chaleur, il ne faudrait pas oublier quand même qu'à partir de 1764, pour la première fois, le principe de la machine à vapeur a pu être appliqué et utilisé réellement, parce que l'idée
de la force élastique de la vapeur, ben on la connaissait, je dirais, même depuis l'Antiquité. Et elle avait été théorisée au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, par Denis Papin. Mais encore fallait-il pouvoir créer, fabriquer une machine qui permette d'utiliser l'énergie produite par la vapeur. Voilà. Alors je pourrais continuer à l'infini, parce que dans le domaine de la physique, il s'est passé encore beaucoup de choses. Dans le domaine de la chimie, je dirais que au XVIIIe siècle, il y a quand même Lavoisier, qui est à la fin du XVIIIe siècle, dont il faut retenir le nom, qui a entre autres exprimé la phrase que tout le monde connaît, selon laquelle dans l'univers rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est lui aussi qui a découvert que l'air était composé d'oxygène et d'azote, entre autres choses, Priestley également, qui est important. Dans le domaine de la biologie, eh bien, au XVIIe siècle, il y a William Harvey, qui est un Britannique, qui découvre, et plutôt qui explique aussi, la circulation du sang dans les artères et dans les veines. Pour le XVIe siècle, je vous rappelle, je vous avais parlé d'André Vézal, qui avait fait, comment dirais-je, des progrès très importants dans le domaine de l'anatomie, mais cette fois on est dans le domaine de la physiologie. On progresse dans la connaissance du corps humain. Van Leeuwenhoek, qui est un Hollandais, grâce à son microscope, je ne vous ai pas dit Galilée pour les télescopes, ici je vous parle des microscopes, va pouvoir déceler et identifier les spermatozoïdes. On ne savait pas, jusqu'à cette époque-là, ce qui se passait. Et pour la première fois, grâce à son microscope, il a pu voir, comment dirais-je, ce que l'on appelait avant des animalcules, parce que spermatozoïde, vous avez le mot zoon, là-dedans, qui veut dire animal en grec, et donc il a pu voir des flagelles, des spermatozoïdes, et il a pu voir qu'il y avait des tas de choses qui bougeaient là-dedans, avec une petite tête et une grande flagelle. Il a pu voir ça dans le liquide spermatique. Donc très important aussi, parce que ça va à terme remettre en cause, évidemment, le point de vue machiste, selon lequel c'est l'homme qui met la petite graine et la femme ne fait que, grâce à sa terre fertile, si je puis dire, donner un nid dans lequel les spermes vont pouvoir se développer. Donc c'était l'homme qui mettait l'enfant dans la femme étant rien d'autre qu'un nid. Et donc ça annonce ce qui se passera plus tard, on va voir que les deux jouent un rôle, il y a l'ovule, et puis il y a le sperme, il y a les deux. On est le produit de deux graines, si je puis dire, pour parler en langage d'enfant. Voilà, c'est important aussi du point de vue des mentalités, tout cela. Alors, du point de vue de la biologie et de la médecine, il ne faudrait quand même pas oublier la vaccination. Alors, dès 1720, on commence à inoculer des germes de variole, dès 1720, des germes de variole pour se prémunir contre cette maladie terrible qui sévissait à cette époque-là. Vous pensez Louis XV, il avait été attaqué par la variole, même Madame de Pompadour. Ça, c'était Louis XV qui lui avait transmis, évidemment, parce qu'elle pensait bien qu'elle n'allait pas courir derrière d'autres amants, alors qu'elle était la maîtresse officielle du roi, mais enfin, c'est le roi qui lui a donné, si je puis dire, entre guillemets, la variole. Donc, ce qu'on appelle la petite vérole aussi. Et donc, un médecin britannique qui vivait dans l'Empire ottoman a pu remarquer, a pu aller plus loin, lui, en inoculant la vaccine carrément. Donc, je vous ai parlé de germes de variole avant, mais de la vaccine, parce qu'il avait remarqué que des vachères, dans l'Empire ottoman, n'étaient pas atteintes par la variole, alors qu'elles vivaient avec des vaches atteintes de la variole. Et donc, elles avaient contracté, si vous voulez, cette maladie par leur proximité avec ces vaches. Et donc, dorénavant, on va inoculer la vaccine elle-même, et non plus le germe de la maladie. Mais ça c'était la fin
du XVIIIe siècle. Ceci va avoir une conséquence énorme. C'est que tout cela va conduire à une diminution très importante de la mortalité. Et c'est ce qui explique, entre autres choses, que vous allez avoir une croissance, je dis bien entre autres choses, une croissance prodigieuse démographique au XIXe siècle, et que vous allez avoir un doublement de la population dans le monde au XIXe siècle. Donc très très important. Très très important. Alors je réfléchis encore quels sont les autres domaines que je ne vous aurais pas cités. Je vous ai parlé de la physique, je vous ai parlé de la chimie, je vous ai parlé de la biologie. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre discipline dont je pourrais vous parler? Bon, les mathématiques, je n'en parle pas. Enfin, il faut savoir que Leibniz et Pascal ont fait des grands progrès dans le domaine de la géométrie analytique, dans l'étude du calcul infinitésimal, enfin, vous savez ce qu'on appelle les limites, aussi, en mathématiques. L'étude des coniques, enfin, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, la géométrie analytique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le domaine des mathématiques? Non, je crois vous avoir dit l'essentiel, biologie. Alors peut-être la géographie quand même, puisque vous êtes géographe. Au XVIe siècle, vous vous souvenez que lorsque l'on partait à la recherche de nouveaux territoires, c'était essentiellement pour des raisons économiques. On voulait en rechercher des richesses. Souvenez-vous, au XVe siècle, les Portugais, ce sont les épices qui les intéressent d'abord, puis il y a eu la soie, il y a eu l'or, à titre principal. Mais au XVIIIe siècle, des gouvernements engagent des savants pour faire des découvertes purement scientifiques. Donc on va affréter des navires, on va armer des navires afin de découvrir des territoires encore inconnus. À cette époque-là, et d'ailleurs en cela on prolonge le mouvement qui se met en place dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on crée des académies. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avait été créée la Royal Society de Londres, en 1661, si mes souvenirs sont bons, mais enfin je me trompe peut-être sur la date, c'est dans les années 1660, 1661 je crois, 1666 si mes souvenirs sont bons, c'est la création de l'Académie des sciences de Paris. À la fin du siècle, ça doit être en 1700, la création de l'Académie des sciences de Prusse. Et donc ce sont ces académies où se rencontrent les savants, où discutent les savants, qui vont élaborer des projets pour rechercher des terres nouvelles, entre autres choses. Et c'est ainsi que quelques grands navigateurs, un Français tout d'abord, Bougainville, va partir dans le Pacifique pour découvrir de très nombreuses îles dans cet immense océan. Vous savez que cet océan est parsemé d'îles, on trouve un petit peu partout, pensez à la Polynésie, la Micronésie, la Mélanésie. Donc c'est à ce moment-là, au XVIIIe siècle, qu'on va découvrir Tahiti. Tahiti qui va d'ailleurs devenir un mythe, une légende. À l'heure actuelle, c'est devenu presque un mythe, je dirais, sur le plan touristique. On oublie qu'il y a eu une conquête quand même, et que ça ne s'est pas fait aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer, la conquête de Tahiti. Voilà, alors maintenant on pense aux Vainés, tout ce que vous voulez, mais ce sont des cartes postales tout ça. Vous avez donc Bougainville, mais vous avez aussi évidemment un Anglais, James Cook. Cook, c'est au cas. Cook qui va découvrir la Nouvelle-Zélande, qui va longer les côtes de l'Australie, qui va découvrir la Nouvelle-Calédonie, et une partie de la Polynésie. Donc James Cook est un personnage très important. Vous aurez aussi la Pérouse, qui va, dans les navires vont s'échouer, la boussole et l'astrolabe, au large du Japon. Voilà. Alors, je réfléchis si j'ai encore des choses à vous dire. L'Afrique, il faudra attendre essentiellement. Il y a une African Society qui est mise en place à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est surtout au XIXe siècle que le continent africain sera découvert dans ses profondeurs, parce que bon, les côtes étaient connues depuis les Portugais, certainement,
Et puis il y avait eu des découvertes d'anglais, de hollandais et de français au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Mais il faudra attendre vraiment le XIXe siècle pour que l'on pénètre à l'intérieur du continent africain. D'ailleurs, il suffit de voir les cartes encore du début du XIXe siècle. Vous avez, parce que la nature a horreur du vide et les géographes avaient horreur du vide, et comme ils ne connaissaient pas, on remplissait les blancs par des lions, par des éléphants, etc. Sur les cartes, vous avez une carte de l'Afrique, on pouvait détailler la côte, et l'intérieur, vous avez des lions, c'était pour dire simplement, on ne sait pas ce que c'est. C'était terra incognita, terre inconnue. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses dont je ne vous aurais pas parlé? J'espère ne pas avoir fait de gros oublis, parce que vous voyez, je viens un petit peu dans tous les sens. Je réfléchis. La physique, l'astronomie, biologie. Non, je crois avoir fait le tour, mais enfin bon, il y aura toujours moyen de compléter en regardant certains livres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez un petit peu le fil directeur. Et surtout, retenez qu'il y a l'idée de progrès à partir du XVIIIe siècle qui s'installe dans les mentalités. Chez les savants, il y a moyen de découvrir toujours plus. Et ce n'est pas parce que dans la Bible, on vous dit que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e jour, Dieu s'est posé, que pour autant, il faut en faire une lecture littérale. Que ça n'a pas de sens, que la Bible peut se tromper. Quand vous pensez qu'il a fallu attendre le XIXe siècle pour que l'épaisseur des temps géologiques devienne réelle. Tiens, voilà, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et dont j'aurais pu vous parler. Oui, ça me revient toujours par association d'idées. Il y a un grand naturaliste suédois qui s'appelle Linné, qui va classifier les plantes, pour essayer de voir comment toutes ces plantes sont apparentées les unes aux autres, et quelles sont les caractéristiques qui peuvent faire qu'on puisse les classer dans une catégorie bien particulière. Dans le domaine également de la zoologie, un grand naturaliste français qui est Buffon. Alors Buffon, lui, va écrire une histoire naturelle. Il va faire l'équivalent, faire ce que Linné a fait pour les plantes, il va essayer de fixer, de trouver les catégories de tous les animaux, lui. Alors il a encore une vision fixiste. Pour lui, c'est encore Dieu qui a fixé dès l'origine les caractères du chat, du chien, de tout ce que vous voulez. Lui, il voit les apparentements, il ne voit pas les généalogies. C'est bien d'accord. Mais il faudra attendre de nouveau. Alors là, le XIXe siècle, non plus dans le domaine de la géologie, mais dans le domaine de la biologie, au sens large du terme, il faudra attendre 1859 pour que Charles Darwin publie en tout cas son livre de l'origine des espèces, où il va montrer, il était parti avec son navire, le Beagle, en particulier, il était dans des tas d'endroits, mais c'est en particulier aux îles Galapagos, donc au large de l'équateur, qu'il va observer certaines variétés d'iguanes, d'oiseaux, etc., et montrer que c'est l'adaptation au milieu qui détermine effectivement, c'est l'adaptation à l'environnement qui détermine votre possibilité de survie. Donc il explique pour la première fois la sélection naturelle. Voilà, alors je crois que maintenant j'ai vraiment fait le tour de tout. Alors je vous propose de vous montrer un certain nombre d'ouvrages, comme d'habitude, sur l'histoire de la pensée, l'histoire des sciences au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors je vous avais déjà montré cet ouvrage-ci pour l'époque de l'humanisme, d'Alexandre Koyré, du monde clos à l'univers infini, dont le titre est assez parlant. C'est que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on pense que le monde est fermé et qu'à partir de la fin du XVIe siècle, des gens comme Giordano Bruno, par exemple, ou même des gens comme Cyrano de Bergerac, au début du XVIIe siècle, et puis plus tard, Fontenelle, vont parler d'un monde infini. Dans la collection Point, un ouvrage que je vous avais aussi montré, mais je le remonte parce qu'il porte sur le XVIe et XVIIe siècle, c'est Des humanistes aux hommes de science de Robert Mandrou. Sur l'Europe à l'époque classique de Pierre Chonu, la civilisation de l'Europe classique chez Artaud. Dans la collection Peuple et civilisation, une grande synthèse sur le siècle des Lumières, dirigée par Albert Soboul. C'est dans cet ouvrage-ci que vous trouverez
des renseignements très intéressants sur les Lumières, les penseurs, parce que vous avez ici une mise en perspective générale, puisqu'il y est question de la politique, de la société, de l'économie. Un ouvrage que je vous ai montré aussi, je crois, de Trevor Hopper, de la réforme aux Lumières. C'est en fait un recueil de 5 articles par le grand historien anglais, décédé maintenant, de Michel Foucault, le grand philosophe français, Les mots et les choses. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il montre qu'il y a une coupure, ce qu'il appelle, une coupure, je dirais, dans l'histoire de la pensée, et il explique comment les sciences humaines sont avenues dans le domaine de la pensée. Et il met en place sa fameuse catégorie d'épistémé. La révolution galiléenne sous la de Georges Gusdorf. La pensée à l'âge classique, donc pour le XVIIe siècle d'André Robinet, ancien professeur de l'Université de Bruxelles. De Paul Bénichou, Morale du grand siècle, dans la collection Gallimard Idées. Il y est question, entre autres, des jansénistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, un ouvrage de sociologie de la littérature du XVIIe siècle d'Alain Viala, Naissance de l'écrivain, les questions de Corneille, de Racine, de Molière. De Michel Onfray, qui est un philosophe très à la mode, Les libertins baroques, contre-histoire de la philosophie, tome 3. Tous les ouvrages de cette série sont disponibles également en CD, aux éditions Frémaux. C'est un auteur qui a renoncé à faire une carrière universitaire, bien qu'il soit docteur en philosophie, et a créé une université populaire à Caen. Alors, de René Pintard, le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, ce qu'on appelle le libertinage, c'est en fait ce que d'autres auteurs appellent, pour éviter toute confusion, le libertinisme. Il ne s'agit pas des gens qui aiment bien vivre légèrement, ce sont en fait les premiers libres penseurs. Alors, de Paul Hazard, un grand classique, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, chez Fayard. De Daniel Mornay, un classique, La pensée française au XVIIIe siècle, dans la collection U-Prisme, chez Collin. D'Alphonse Dupron, qui enseignait à la Sorbonne, Qu'est-ce que les Lumières? C'est un recueil d'articles passionnant. Alors là, un grand spécialiste du philosophe juif Ernst Cassirer, La philosophie des Lumières, dans la collection Presse Pocket. Alors la suite de l'ouvrage de Gusdorf dont je vous ai parlé, le tome 6, L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, plus particulièrement sur l'histoire de nos régions, donc les Pays-Bas, les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège. Alors là, l'éditeur, je le cherche, c'est la Bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles. Alors, il est question, ce sont essentiellement des descriptions de livres, mais vous avez la description, le contenu, un résumé de tous les livres importants de nos régions à cette époque-là. Toujours de Michel Onfray, Les Ultras des Lumières. Donc il y est question du baron d'Holbach, etc. Enfin de ceux qui étaient vraiment pas des extrémistes, mais ceux qui ont poussé les Lumières jusqu'au bout des possibilités. Donc ce sont essentiellement des matérialistes. Alors, de Daniel Roche, Les Républicains des Lettres, genre de culture et lumière au XVIIIe siècle. Il était professeur au Collège de France, publié chez Fayard. Alors d'un grand historien américain, de Robert Darnton, L'aventure de l'encyclopédie chez Perrin. Alors vous voyez, c'est un best-seller au siècle des Lumières. C'est un ouvrage qui a eu énormément de succès. Il était publié d'ailleurs sous une fausse adresse typographique, puisqu'il était interdit officiellement en France. Alors de Marc Fumaroli, Quand l'Europe parlait français, au XVIIe et XVIIIe siècle, professeur au Collège de France. Alors, texte de philosophie politique classique. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de toute une série de philosophes, de théoriciens des idées. Vous avez un petit que c'est sur le sujet. Alors maintenant, quelques œuvres littéraires. Alors, je vous ai parlé de Cyrano de Bergerac, très rapidement, Voyage dans la Lune. Alors, tout le monde connaît Cyrano de Bergerac, peut-être par le film de Rappeneau, là, Bernard Rappeneau, avec Gérard Depardieu, et Christian Pérez, etc. Mais Cyrano de Bergerac était un libre penseur.
Et dans la pièce d'Edmond Rostand, on voit que bon, il y a un arbre qui lui tombe dessus, mais en fait, il semblerait que vraiment l'arbre qui lui soit tombé dessus, c'était de la malveillance, parce que c'était un libre penseur, quoi. Alors, Hobbes, le Léviathan, ici je l'ai dans un texte anglais, alors toujours du même Hobbes de 1642, la traduction du son d'Écuée, le citoyen. Tout ça c'est en Garnier Flammarion, Garnier Flammarion. De Locke, traité du gouvernement civil, 1690. Spinoza, alors celui de Spinoza que je vous montre, c'est le tome 2 des 4 volumes qui existent en Garnier Flammarion, c'est son traité théologico-politique, parce que c'est un véritable ouvrage de critique historique où il démontre complètement l'origine mosaïque du Pentateuque, c'est-à-dire pour lui c'est pas Moïse qui est à l'origine des 5 livres de la Torah. Et il fallait du culot à l'époque, d'autant plus qu'il appartenait à la communauté juive. Alors Pascal, les pensées, bien sûr, en Garnier Flammarion, les pensées qui ont été remises en ordre parce qu'il y a 2 éditions, l'édition La Fuma et l'édition, je ne sais plus comment, enfin il y a 2 éditions très célèbres, elles sont classées, toutes ces pensées ne sont pas classées dans le même ordre. Alors, les lettres écrites en provincial, ce qu'on appelle d'habitude les provinciales. Alors, j'aurais pu vous en parler, oui, c'est encore une chose qui m'a échappé, j'ai oublié de vous parler des grands courants littéraires, bon, au XVIIe, au XVIIIe siècle, ce sera pour une autre fois, mais demain, par exemple, hors caméra, le Télémaque. Alors, le Télémaque, Fénelon était archevêque de Cambrai, c'était le précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, qui devait un jour régner, monter sur le trône. Il se fait qu'il est mort en 1712, donc 3 ans avant la mort de Louis XIV en septembre 1715, et donc c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV qui va lui succéder, Louis XV. Mais dans le Télémaque, en fait, il y a toute une théorie politique, même si ça prend une voie de traverse, puisque Télémaque, vous savez, c'est le fils d'Ulysse dans l'Odyssée. Alors, de Pierre Bayle, oui, le dictionnaire historique et critique, ici évidemment c'est un abrégé, parce que le dictionnaire historique et critique c'est un gros machin, un folio, je l'ai eu en main, l'édition originale 1694, je peux vous dire que c'est pas de la tarte, mais c'est un ouvrage fondamental, c'est un ouvrage de critique historique, fait par quelqu'un qui vivait aux Pays-Bas, dans les Provinces-Unies, à l'époque, un protestant. Alors de Fontenelle, alors là, c'est un ouvrage, vous savez, Fontenelle, c'est celui qui a vécu 100 ans. Vous avez peut-être vu le film qu'on a passé l'an passé, joué, je ne sais plus, par Robert, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, enfin un acteur très célèbre, j'ai plus son nom en tête. Donc Fontenelle qui a vécu centenaire, il est né en 1651 et il est mort en 1751. Donc vous voyez qu'on pouvait être centenaire déjà, donc il est né pendant le règne de Louis XIV, et il est mort pendant le règne de Louis XV, qui tous deux vont vivre longtemps. Louis XIV a quand même vécu 78 ans, il ne faut quand même pas oublier. Il a eu le règne le plus long d'histoire, puisqu'il a régné 73 ans. Vous imaginez donc Fontenelle, l'histoire des oracles, ce sont des ouvrages tout à fait décapants. Entretien sur la pluralité des mondes, je vous ai dit que ça avait conduit Giordano Bruno en 1600 sur le bûcher. Alors, de Montesquieu, l'esprit des lois, vous pouvez lire Garnier Flammarion, ça va Alors, Voltaire, les lettres philosophiques, ce qu'on appelle aussi les lettres anglaises, c'est le résultat, en fait, de tout ce qu'il a pu voir en Angleterre. Alors, de Voltaire, l'essai sur les mœurs, 1756, il défend l'idée selon laquelle le prince est responsable devant ses sujets, pas seulement devant Dieu. Donc, on n'est plus dans le schéma de la monarchie absolue du droit divin, même si lui-même est pour l'absolutisme, considérant que les masses dans l'État, la période où il vivait, sont ignorantes et on n'a pas le choix. Mais il est pour l'émancipation des peuples à terme. Il est beaucoup moins démocrate que Rousseau, bien entendu. Son dictionnaire philosophique, c'est là-dedans qu'il critique, en particulier l'Église. De Diderot, le supplément au voyage de Bougainville, c'est un ouvrage très célèbre, ainsi que la lettre aux aveugles. Je ne vous ai pas parlé de Diderot, c'est celui qui collabore avec d'Alembert pour publier l'encyclopédie. De Rousseau, le contrat social, 1762, à lire aussi. De Buffon, alors là c'est un petit extrait évidemment, Histoire naturelle de Buffon. Alors de Cesare Beccaria, des délits et des peines, ouvrage dans lequel il défend l'idée de l'humanisation des peines. Et enfin, pour terminer, de Condorcet, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain,
C'était publié en l'an 3, donc pendant la Révolution française. Il était révolutionnaire, mais il faisait partie de ce courant monarchiste, si je puis dire, pour la monarchie constitutionnelle. Il va finalement être décapité. C'était un ami de Lavoisier, qui était comme lui fermier général, c'est-à-dire percepteur d'impôts, mais il était membre de l'Académie des sciences. Hein, voilà. J'en ai fini, j'ai dit.